qui est intéressant dans Manon, c'est justement que c'est un film qui fait la jonction entre deux périodes du cinéma de Clouzot, qui est vraiment un film de transition. D'une part, entre sa première période, qui est une période de studio, de travail inspiré par la façon de faire qu'il a lui-même apprise à Berlin dans les studios de la UEFA, et un autre cinéma, une ambition nouvelle qu'il a, qui est de sortir du studio. Donc c'est justement ça qui est intéressant dans Manon, c'est que c'est un film qu'on connaît assez peu de Clouzot, qui est considéré comme un film mineur, bien qu'il ait été assez bien reçu à sa sortie. Et pour autant, c'est un film qui est vraiment central parce qu'il fait la synthèse entre deux tendances qui vont s'affirmer, l'une avec Miquette et sa mère, l'autre avec d'abord le projet brésilien qui n'aboutira pas, puis le salaire de la peur. C'est d'une part ce travail des studios dont la plus éclatante illustration était Quai des Orfèvres et sa précision d'orfèvre précisément, et d'autre part ce choix de travailler en extérieur, d'improviser davantage, de se laisser guider par les aléas du tournage et de capter quelque chose de la grandeur des événements naturels pour le mettre à la mesure des événements humains. Et c'est ça qui est très beau aussi dans cette séquence de fin, c'est ce rapport permanent entre l'architecture du paysage et une tension psychologique intérieure au personnage. Et c'est une scène, cette séquence finale, qui a été extrêmement commentée, souvent critiquée, parce que cette balade du cadavre, comme le disaient certains, semblait insoutenable à une bonne partie du public. Il est vrai que la façon dont Desgrieux porte Manon est assez peu conventionnelle, mais je trouve qu'il y a cette idée du calvaire, en fait, qui est très forte dans, dans cette scène finale. Il y a cette image où Manon est presque entièrement sur le dos de Desgrieux. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement étrange entre cette forme voilà, presque christique de Desgrieux qui tente de ramener Manon vers l'oasis, et cette sensualité qui est présente, cet érotisme qui est évident, notamment dans le fait que le costume, par exemple, a été conçu pour que le sein de Manon soit quasi apparent au moment où le corps est porté par Desgrieux. Voilà, il y a cette tension permanente entre une pureté, un absolu dans leur amour qui se réalise à ce moment-là, dans la mort et dans le calvaire de Desgrieux, et cette forme de sensualité qui est présente donc dans cette scène de transport du cadavre, et jusque dans cette scène finale avec l'ensevelissement dans les sables. Il y a ce côté très charnel qui ensuite est complètement dépassé par cette image superbe du visage de Manon enseveli, et qui pour le coup accède à l'état de peinture, d'absolu, d'image pure et complètement innocente de l'amour, quoi. Et maintenant, ma petite maman, je vais te dire quelque chose d'effrayant. Quelque chose dont j'ai honte. Je suis heureux. Je suis heureux que tu sois morte. Tout à fait morte. Cette scène, quand Desgrieux porte le cadavre de Manon dans le désert, en fait, est une grande scène fétichiste. Cette mise au tombeau, qui est une mise au supplice, en fait, fait émerger aussi ce thème de la fétichisation en fait, du corps de la femme, et des rapports en fait, amoureux entre l'homme et la femme. Alors évidemment, il y a quelque chose de très puissant aussi, parce qu'il y a quelque chose de, comme dans Vertigo, de profondément nécrophile. Hein. La question, c'est quelle est la conséquence esthétique de cette nécrophilie, et quelle est surtout sa raison. Pourquoi subitement introduire une scène autant fétichiste, hein, où chaque image, même en quelque sorte, est fétichisée, hein, les plans en contre-plongée sur les cactus, lui, elle tordue, la tête à l'envers, complètement ensablée, etc., qui est une scène voilà, hallucinante et sidérante. Alors, évidemment, je pense que l'idée derrière tout ça, c'est d'essayer de trouver l'image qui exprime l'amour fou. Voilà. Et cette image qui exprime l'amour fou, si on essaye de creuser un peu et de voir comment c'est à travers l'ensemble du cinéma de Clouzot, elle a lieu dans cette situation inextricable du huis clos. Et qu'est-ce qu'elle dit ?
cette relation, elle dit voilà, je t'enferme à jamais, je te ligote, je te momifie, je te mets dans un sarcophage, je t'arrête à jamais. À mon sens, cette idée qui est développée là, de la fixation à jamais, sans pouvoir être jamais possédé, bah, en fait, c'est la définition de la photographie. Parce que je fais une lecture photographique en fait, de l'ensemble de l'œuvre de Clouzot, mais là, il donne très exactement, au fond, ce qui sera développé plus tard dans La Prisonnière, de manière claire, c'est-à-dire vraiment sur le devant de la scène, et au fond, voilà, qui pour moi, vraiment, c'est la définition de l'image pure, telle que lui la fascine. C'est-à-dire dans lequel il peut avoir la résolution de cette idée de l'amour. Le film me fascine vraiment sur la dimension de la passion, la dimension érotique de ce couple qui vont commencer l'un et l'autre à se chercher, à s'apprivoiser l'un l'autre. D'abord, évidemment, dans une église, ça veut dire, on va dire, sous l'aune, on va dire, sous le sceau d'une transgression évidemment à l'ordre établi. Et ce qui est absolument fascinant tout du long du film, c'est que la même manière qu'ils sont l'un et l'autre l'antagoniste l'un de l'autre, et qu'ils peuvent à ce moment-là ressourcer constamment leur amour et leur passion, le film va aller vraiment très très loin jusqu'au bout de la possibilité de vivre cette passion. À un moment donné, Manon trouve une forme d'étang, elle dit que c'est son paradis. On peut penser que c'est son paradis parce qu'à ce moment-là, enfin, elle peut jouir du monde, elle peut jouir des choses de ce monde, tout en étant à l'abri, on va dire, des tentations de la société. Chérie, on se croirait au paradis. Tu connais ça, toi, le paradis? Bien sûr, je me rappelle les images de mon histoire sage. Elle trouve son paradis, et évidemment pour Robert, à ce moment-là, ce paradis, pour lui, c'est l'enfer, parce qu'il n'y a plus de transgression à avoir. Il n'y a plus aucune transgression possible, puisqu'elle a trouvé son paradis. Et il faudra qu'à la fin, elle soit assassinée, qu'il l'enterre sous le sable, pour que lui-même trouve à ce moment-là son paradis étant la transgression absolue qui permet de raviver sans cesse son désir. Et à la fin du film, on peut dire que Robert pense avoir trouvé son paradis à travers la mort, puisqu'il peut enfin posséder totalement Manon. Il peut donc l'aimer et raviver son désir totalement par la transgression. Et en même temps, ce statut-là demeure totalement indécidable à la fin du film, parce que si lui-même pense avoir trouvé son paradis, le spectateur, lui, pense que, évidemment, Robert est en enfer et qu'il s'est condamné à la fin du film. Là où peut-être le bas blesse, en tout cas, où on pourrait dire que Clouzot ne va peut-être pas tout à fait au bout de sa logique, mais le pouvait-il, étant un homme de son temps et de sa génération, c'est que cette espèce d'ouverture qu'il ménage à la fin de son film vers un autre monde, vers une terre promise, il la referme aussitôt en même temps, puisque les Israéliens, les Juifs qui arrivent, qui baisent le sol de la terre promise et qui tout d'un coup ont l'impression d'avoir retrouvé une liberté après les horreurs qu'ils ont connues, ils vont se faire massacrer par de méchants bédouins. Et Manon et Desgrieux n'auront comme fin que celle des rapaces de Stroheim, c'est-à-dire une fin quand même assez peu exaltante, sinon évidemment sous le signe de l'amour fou. Le paradis, c'est trop loin. C'est trop difficile. On va rester ici toujours. Il mange que les morts, hein. Mais enfin, c'est un amour qui ne peut s'épanouir que dans la mort, que dans une espèce de déclaration très très belle à la fin, bien sûr, quand Michel Auclair déclare à Cécile Aubry qu'il l'aime plus que jamais parce que maintenant elle est tout à lui, etc. Bon, il y a là toute une espèce de mystique de la femme, on pourrait dire de la femme objet, de la femme objectivée, réifiée, qui ne peut être aimée que, je dirais, réduite à néant.
c'est certainement très, très cohérent avec la vision érotique de Clouzot, qui aime les femmes attachées, qui aime les femmes réduites à un rôle d'objet. On le voit bien dans les photographies qu'il réalisera par la suite. On voit bien dans les scènes de bondage, par exemple, qu'il développe dans certains extraits de l'enfer ou dans La prisonnière. C'est un thème qui l'intéresse. C'est sûr que il y a un côté profondément pervers chez lui qui se réalise d'une manière assez magnifique dans cette dernière scène, dans cet aveu terrible que fait Michel Auclair à Cécile Aubry. Tu es à moi maintenant. Donc c'est à la fois cette dimension sexuelle dont je parle, c'est cette dimension de l'irrationnel, c'est cette dimension aussi peut-être tout simplement de la culpabilité au fond. Il me semble que les personnages de Clouzot, dans tous ses premiers films en tout cas, sont à la recherche du mauvais démiurge, de qu'est-ce qui a pourri leur vie, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça commence à se détraquer. Et à cette époque-là, il me semble que le démiurge qu'ils recherchent, c'est plutôt une sorte de dieu déchu, avec toute la dimension évidemment religieuse que ce terme soulève, et en même temps une dimension quand même extrêmement sombre, souffrante, obsessionnelle, qui fait toute la force de son cinéma d'ailleurs. Le fait c'est un cinéaste finalement en souffrance, c'est un cinéaste qui est pas dans le confort. De ce point de vue-là, c'est certainement pas un cinéaste de qualité française ou d'académisme, c'est un cinéaste qui cherche, qui tourne en rond, qui se trompe parfois. Personnellement, je trouve pas que Manon soit son film le plus accompli, mais c'est un film qui mérite d'être vu et revu, ne serait-ce que parce que c'est un film extrêmement ambitieux, et on sent que Clouzot est vraiment quelqu'un qui cherche à chaque fois et à chaque film à se remettre en question et à remettre en cause sa vision du monde.